Bien. Bonjour à tous. Merci donc d'assister à cette première table ronde de cette journée organisée par le CAREB, ici au pavillon Baltard donc de Nogent-sur-Marne, autour de ce thème, le business, des éco-activités, rêve ou réalité. Une heure passionnante qui s'annonce donc au travers de cette conférence, au cours de laquelle le CAREB a voulu donner donc un coup de projecteur aux éco-entreprises du territoire. Vous le savez, la croissance verte, elle est devenue une donnée incontournable. J'attends ici vos témoignages, ici donc à cette table. Je vais vous présenter dans un instant donc, les 5 intervenants et puis dans la salle également. Et vous le savez, que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, du bâtiment, des énergies renouvelables, de l'automobile, il y a encore le mondial de l'automobile, porte de Versailles à Paris pendant encore quelques jours, les initiatives, elles se multiplient et qu'elles viennent des grandes entreprises ou des PME. Et depuis quelques mois, quelques années maintenant, les chefs d'entreprise, vous, chefs d'entreprise, vous avez mis en place de nouvelles pratiques, vous avez mis en place des stratégies, l'élaboration de produits résolument durables. Alors, vous savez que les entreprises, elles ont intégré que pour perdurer maintenant, il faut changer de modèle et inscrire le green business dans leur politique globale. Et j'en veux pour preuve, j'étais il y a 2 semaines encore avec le ministre Jean-Luc Borloo qui clôturait les Green Business Awards organisés pour la première fois par BFM Radio. J'ai vu, il constatait très ému, très sincère, Jean-Luc Borloo, très admiratif, que les entreprises françaises devenaient des leaders mondiaux en la matière. C'est époustouflant, nous disait-il, tout va très vite. Alors, business des éco-activités, rêve ou réalité, on va le voir donc pendant une heure. On va déjà définir ce que sont les éco-activités, puis on verra en quoi ces éco-activités sont des données incontournables, pour la planète bien entendu, mais aussi pour le monde de l'entreprise, pour le monde de l'économie, avec les différents acteurs. Et on verra si l'Est parisien, puisqu'on est dans le cadre de cette table ronde organisée par le CAREB, peut devenir, ou est d'ores et déjà, une terre de green business. Avec nous donc, Juliette Carrasco-Graff, à ma gauche, chef de projet filière éco-activité à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, de la branche de Seine-Saint-Denis, du 93. Olivier Axer, qui se trouve tout au bout, à droite, il est chargé de mission au pôle de compétitivité Advanced City, situé à Champs-sur-Marne. Il fait du conseil aux entreprises, il monte des projets à destination des financeurs publics, il met en réseau des acteurs tels que les universités, les entreprises. Ça sera intéressant justement de voir tout au long de cette conférence comment les différents acteurs peuvent travailler ensemble. On parlait d'université. Bernard Saint-Giron est également le président du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'université de Paris-Est. Étienne Devancet, à l'extrême gauche à cette table, est chef d'entreprise. Il est président de Cap Environnement à Nogent-sur-Marne. C'est un bureau d'études indépendant formé d'ingénieurs spécialisés en environnement atmosphérique qui s'adresse aux industriels, qui s'adresse aux bureaux d'études. Et puis Alexandre Chérier, qui se trouve ici, qui est directeur du développement et du marketing d'EPA NEPA France, pôle d'excellence du Grand Paris qui s'étend sur les communes de Noisy-le-Grand et de Champs-sur-Marne. Qu'est-ce qu'on entend par éco-activité? Parce que c'est vrai que c'est peut-être intéressant quand même de planter le décor. On parle de l'éco-activité au travers de très nombreux domaines, déchets, eau, énergie, bruit, nature, urbanisme. Je crois qu'il faut distinguer quand même le marché des entreprises d'éco-activité qui apportent des prestations, qui apportent des conseils, et puis les entreprises, je vais dire, normales, qui veulent justement intégrer dans leur stratégie cette notion d'éco-responsabilité. Juliette Carrasco-Graff, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris de Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qu'on entend par éco-activité? Bonjour, donc tout d'abord, je vous remercie de m'avoir convié à cette table ronde. Donc les éco-activités, effectivement, c'est un domaine assez vaste qui recouvre une réalité très diverse et hétérogène. Il y a une définition sur laquelle on s'entend, qui est la définition de l'OCDE, qui dit que les éco-activités sont les entreprises qui produisent un bien ou un service dont l'objectif est de limiter l'impact, de prévenir l'impact sur l'environnement. Alors quand on a dit ça, ça reste... on a tout et rien dit, effectivement, ça reste très vaste. Alors après, quel champ ça recouvre? Ça recouvre des champs assez traditionnels que vous avez mentionnés, les déchets, l'eau, l'air, vous allez nous en parler, c'est votre activité. Ensuite, tout ce qui est lié au traitement et à la dépollution des sols, par exemple. Donc ça, on voit à peu près ce que ça veut dire.
Ensuite, on a des champs assez nouveaux qui sont arrivés, qui aujourd'hui ont le vent en poupe, c'est le cas de le dire, c'est tout ce qui est les énergies renouvelables, avec par exemple l'éolienne ou tout ce qui est photovoltaïque. Admont City travaille beaucoup sur ce domaine. Et ensuite, on a tout ce qui est lié à l'efficacité aussi énergétique, notamment des bâtiments, avec les bâtiments à énergie positive, etc. Et puis, de façon plus générale, les écotechnologies. Et donc là, en effet, on est dans le cercle assez large, puisque ça peut recouvrir une réalité assez vaste. Et pardon ? Prenez votre micro, oui. Monsieur Devancey. Donc, il est complété par tout ce qui touchait au climat. Mais voilà, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les acteurs, et ça peut être sujet à débat, c'est que quand on travaille sur cette terminologie, sur qu'est-ce qu'on met derrière les écoactivités, on se rend compte que généralement, les débats sont très riches et on n'arrive pas vraiment à arrêter de position nette dans ce cadre-là. Et puis après, il y a l'autre sujet qui est lié au verdissement. Et là, on va toucher plus. Je pense qu'il faut bien distinguer les deux. Voilà. Parce qu'il y a tout ce qui touche à la problématique du développement durable, au verdissement, entre guillemets, des activités. Et autant, alors, je vais peut-être soulever des échanges, mais toute entreprise peut faire du développement durable, mais une écoactivité n'est pas forcément une entreprise qui fait du développement durable. On pourrait le souhaiter, et c'est en tout cas la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'est ce que nous souhaitons faire en accompagnant nos entreprises, mais effectivement, toute entreprise qui est dans les écoactivités n'est pas forcément une entreprise éco-responsable. Bon, alors on va voir justement comment est-ce que l'un et l'autre peuvent se rencontrer. Étienne Devancey, je le disais, donc président de Cap Environnement, spécialisé notamment dans les études, vous adressez aux industriels, aux bureaux d'études, aux collectivités territoriales pour accompagner notamment ces collectivités territoriales dans l'évaluation des impacts sur l'environnement. Vous avez une activité française, mais également internationale, puisque vous êtes présent sur l'Afrique du Nord, Étienne Devancey à la tête de Cap Environnement. Cette définition des éco-activités, est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair? Non. Alors, aidez-nous quand même. Je rejoins Juliette. C'est vrai que dès qu'on commence à creuser un peu la problématique des éco-activités, on s'aperçoit que ça dérape très rapidement. Et en particulier, bon, elle n'a pas abordé la problématique du risque, la problématique sanitaire, les problématiques qui sont aussi des problématiques qui sont structurantes, en particulier chez les pays émergents. C'est-à-dire que typiquement l'exemple du Maroc est vraiment très, très intéressant parce que c'est un pays qui n'a pas de ressources énergétiques. Et donc, en 10 ans, ils se sont complètement modernisés et ils ont fait le choix clair du green business, avec la charte de l'environnement et du développement durable. Et avec cette politique, donc ça, on a une vision, et bien tout de suite, tout le monde adhère dessus et suit. Et derrière, forcément, ils n'ont pas les compétences, et ça veut dire qu'il y a des marchés énormes qui peuvent être attaqués. Mais ce que je voulais dire, c'est que... C'est-à-dire que le Maroc, ils ont décidé de construire leur développement économique sur le green business. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait en 3 étapes. La première, ça a été déjà de régler les problématiques de pauvreté et de santé. La deuxième, de développer l'industrie, parce qu'ils étaient complètement corrélés avec la pluviométrie et l'agriculture, faible valeur ajoutée. Donc, ils ont vraiment mis le paquet pour développer l'entreprise, de manière à décorréler leur PIB des problématiques de pluviométrie. Et ensuite, la troisième étape, c'est bien sûr d'aller de l'avant, mais donc le développement durable, ils ont signé tout ce qu'il fallait avec les Nations Unies, etc. Donc c'est en 3 étapes, et maintenant ils sont vraiment dans cette dynamique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les écoactivités, c'est pas simple, c'est complexe, et en fait c'est systémique. Et je voulais parler juste de l'exemple de la FUNA. On a créé il y a pas longtemps la Fédération interprofessionnelle des métiers d'environnement atmosphérique. Pourquoi? Parce que c'est une notion de filière qui intègre l'ingénierie, qui intègre le conseil, qui intègre le service, qui intègre les problématiques juridiques, d'assurance, de financement, des problématiques de communication, de formation, d'apprentissage. Et en fait, on s'aperçoit que la problématique en France, et je crois que là, il y a un vrai défi, c'est de structurer les filières de manière à pouvoir vraiment et c'est là où les éco-activités, le green business
un sens peut-être. On verra d'ailleurs tout à l'heure comment les entreprises s'organisent, ont revu éventuellement leur business model pour intégrer cette notion d'éco-activité. En tout cas, quelle est la valeur ajoutée, Étienne Devancey, à l'activité économique? Est-ce qu'on peut dire que ces éco-activités, c'est une donnée évidemment incontournable pour la planète, c'est une évidence évidemment pour tout le monde. Est-ce que c'est une donnée également incontournable pour l'économie, les entreprises françaises? Oui, c'est définitif, mais un seul exemple. Quand les éco-activités, c'est porter des sociétés, des collectivités locales vers un développement durable. Si on prend l'exemple de l'énergie, oui. L'économie d'énergie, c'est un gain immédiat au niveau financier. Et donc, rien que ça, on a déjà un moteur qui est énorme de croissance parce que c'est uniquement la réduction des coûts, c'est le cost-cutting. Voilà. Oui, tout simplement, ça c'est un bon exemple. Mais attention, parce que ces problématiques d'énergie, si on ne prend pas soin de les accompagner d'accompagnement, on va avoir des risques sanitaires énormes qui peuvent être engendrés. D'où la notion évidemment d'être bien encadré, bien conseillé. Encore un mot, Étienne Devancey, et puis je donne la parole juste après Olivier Axer. On a beaucoup parlé de crise. Le green a-t-il été victime de la crise, ou le green, est-ce que c'était un accélérateur pour sortir de la crise? Mon cas, c'est j'étais victime de la crise. Oui. Mais parce que j'étais vraiment dans un domaine, une niche qui concernait beaucoup les impacts routiers, et avec en 2008 la fin des programmes routiers, et puis en 2009 un peu de relance, mais c'était trop tard, on s'est trouvé vraiment dans un étau. Et en fait, il n'y a pas de généralité, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont rebondi sur la crise parce qu'ils étaient dans le green, et d'autres qui l'ont pris de plein fouet. Et alors juste un point aussi. On disait que les éco-activités françaises étaient en plein développement. Quand on voit au Maroc, les Français ne sont pas présents dans le solaire et l'éolien, alors qu'il y a un marché énorme. Voilà. Donc vous nous dites, allez voir là-bas ce qui s'y passe, il y a peut-être du potentiel. Olivier Axer, il est chargé de mission au pôle de compétitivité Advancity, qui fait du conseil aux entreprises, du montage de projets à destination des financeurs publics, mettre en relation donc, des acteurs tels que les universités, les entreprises, les administrations. Olivier Axer, vous nous le confirmez, donc le green business, ce n'est plus une mode, c'est un engagement de plus en plus sincère des entreprises. Bonjour. Oui, je pense que c'est plus qu'une mode. Je voudrais dire d'abord le pôle Advancity, donc c'est le pôle de la ville durable et des écotechnologies. Donc vraiment, on est dans le green business. On est au cœur du pôle ville durable de Marne-la-Vallée, donc du Grand Paris, avec un certain nombre de grands acteurs du MEDEM, comme tout ce qui est le pôle scientifique et technique du MEDEM, c'est-à-dire des grands laboratoires comme le CSTP, INRETS, LCPC, etc., sans oublier le PRES de Paris-Est. Alors, donc, engagement vraiment de sincérité, engagement de plus en plus sincère des entreprises. Oui, dans la question, je vais répondre un petit peu différemment, si vous permettez. Je pose la question. Ce que je voulais, alors, le pôle est en train de construire un plan à destination de la filière des écoactivités pour l'Île-de-France, qui est une des filières prioritaires de la région Île-de-France. Je vais donner simplement quelques chiffres, si je peux me permettre, en Île-de-France. Peu. Il y en aura deux. En 2008, donc on estime que les écoactivités au sens large représentent environ 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Île-de-France et plus de 110 000 emplois. Donc ça c'est pour dire 110 000 emplois, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, on est probablement la première région en matière d'éco-activité en France. Voilà, donc ça c'est important. Donc oui, les entreprises sont impliquées dans... Les entreprises sont impliquées. Quelles sont les thématiques des projets innovants que vous êtes amenés à examiner? Est-ce que cette donnée verte, elle est désormais prise en compte, voire placée au premier rang lorsque vous examinez un projet? Parce que chez Advancity, justement, vous montez des projets. Alors oui, le vert, la dimension développement durable est une dimension qui est inscrite, je veux dire, quasiment systématiquement dans les projets qui sont labellisés par le pôle. Donc vous l'exigez, c'est ça? J'allais dire c'est par nature, puisque c'est le champ d'activité du pôle. Bien sûr.
dans les thèmes qu'on aborde dans le pôle Advent City, il y a notamment tout ce qui est éco-technologie pour la ville. Tout à l'heure, on a parlé d'efficacité énergétique. On pense notamment que tout ce qui est rénovation thermique, rénovation énergétique, c'est le moyen principal pour atteindre le facteur 4 dans des zones construites comme la région parisienne. On ne va pas raser les immeubles pour en construire des nouveaux qui seraient HQ. Il y a d'autres thèmes comme tout ce qui est énergie renouvelable, donc le photovoltaïque. Un point intéressant, c'est que Advent City a contribué à structurer la filière photovoltaïque en Île-de-France. Aujourd'hui, on a identifié toute la chaîne de valeur. On a plus de 170 acteurs industriels et de recherche qui sont positionnés sur cette chaîne de valeur. Et on peut dire à nouveau qu'on est vraiment un des pôles d'excellence en France avec Rhône-Alpes. Sur ce sujet. On a tout ce qui est bâtiment, énergie, environnement, l'efficacité, l'efficience des systèmes de transport, des nouveaux services pour la ville qui permettent de réduire le déplacement. Il y a un projet qui est assez intéressant qui s'appelle Logistique urbaine mutualisée et durable qui vise à réduire les déplacements pour la logistique du dernier kilomètre, réduire de 30% les émissions de carbone sur ce sujet. Donc on le voit, les projets se multiplient. Alexandre Chirier, directeur du développement et du marketing, et pas Marne et pas France. C'est l'un des pôles d'excellence, je le disais, du Grand Paris, installé notamment à Noisy-le-Grand, à Champs-sur-Marne. Vous souhaitez favoriser la création de passerelles entre la recherche et les entreprises qui travaillent sur le concept de ville, de développement durable, de construction durable. La réalité du business, l'impact sur la croissance, les leviers, quels sont-ils justement, les leviers de croissance, Alexandre Chirier, quand on fait du business, quand on fait de l'écoactivité à votre niveau? On peut faire un parallèle en termes d'analyse par rapport au débat qu'il y avait il y a une dizaine d'années, où on se disait qu'il faut qu'en France on aille chercher un point de croissance en plus, oui. Et on peut aller le chercher avec les nouvelles technologies, oui. Avec le numérique. Et il y avait Tali, rapport Guillaume, qui avait sorti ces chiffres, en gros, qui disait la moitié du point de croissance, on va l'avoir avec les entreprises innovantes, qui sont dans le cœur de l'activité, donc ce que vous appelez aujourd'hui les entreprises d'écoactivité. Et l'autre point de croissance, c'est par l'intégration de ces technologies dans le business model général des entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, l'enjeu, il est là pour la France. Avec une petite différence, si on regarde avec un œil optimiste, c'est que du fait de la prise de conscience assez rapide en France sur le besoin par rapport effectivement à la planète et par rapport à la stratégie qui est mise en œuvre pour avoir des leaders internationaux et des PME innovantes, peut-être que cette fois, on va être un peu en avance, ce qui n'était pas le cas sur les nouvelles technologies. Donc on peut le regarder sous cet angle-là. Vous pensez que la croissance ne se fera que grâce au vert ? Pas que grâce au vert, mais je pense beaucoup. que aller chercher le point de croissance qui nous manque en gros, parce qu'on voit bien, c'est le recul qu'on a tous les ans par rapport à d'autres pays, je pense que là effectivement c'est un levier qui est important. Et d'où viennent justement les innovations est-ce que ça vient des startups, des PME, des grandes entreprises, ou finalement de tout le monde, de tous les acteurs de l'économie de l'entreprise? Je pense que tous les acteurs ont un rôle à jouer. On le voit aujourd'hui, le potentiel de recherche qu'on réunit sur des cas. Bernard Saint-Girons en parlera un peu mieux. Nous, pour faire simple, on a le même potentiel dans ces domaines-là que ce qui existe à Berkeley. C'est-à-dire qu'on a une visibilité mondiale. C'est dans le Grand Paris, donc c'est vraiment une résonance mondiale qu'on peut avoir aujourd'hui en complément des entreprises leaders qu'on a dans ce secteur. Le deuxième élément qui joue, c'est aussi la politique publique, soit par l'incitation, soit par la réglementation. On voit bien qu'aujourd'hui, le Grenelle de l'environnement pousse un ensemble d'acteurs très importants, des investisseurs, des promoteurs immobiliers, des constructeurs, à intégrer ces technologies. Et le rôle d'autres acteurs publics, comme nous, établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, alors c'est pas seulement Champs-sur-Marne et Noisy, c'est beaucoup plus large que ça, fait que nous aussi, nous jouons sur différents leviers, le partenariat avec les acteurs de la recherche, les entreprises, des politiques commerciales qui visent à encourager les développeurs à intégrer ces technologies-là. On fait quelques efforts pour leur permettre de faire ceci. On travaille effectivement sur la logistique urbaine. Et puis, c'est une réflexion qui est aussi un peu plus large dans le cadre de projets, de grands projets, notamment, je cite un projet qui va s'installer sur la partie est de Marne-la-Vallée qui a été contractualisé il y a quelques semaines, à savoir le projet Village Nature, Village au pluriel, qui est un partenariat entre Pierre et Vacances et Disney, qui va développer autour du concept d'écotourisme 7000 résidences
de bonne gamme et qui va être très très respectueuse de l'environnement, mais dans tous ces volets de développement durable en général. Alors c'est très bien, tiens, donnez votre micro s'il vous plaît à Bernard Saint-Giron, qui est président du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université de Paris. Alexandre Chirier l'a très très bien dit, c'est vrai que tous les acteurs sont mobilisés justement pour accélérer le mouvement. C'est un des leviers importants, les différents acteurs. Vous, Bernard Saint-Giron, comment est-ce que vous travaillez avec les différents acteurs, notamment les entreprises, pour faire aboutir le déploiement rapide des éco-activités? Expliquez-nous. Alors peut-être rappeler que l'Université Paris-Est, ce sont un certain nombre d'universités, plusieurs grandes écoles, dont l'École nationale des ponts et chaussées, plusieurs laboratoires de recherche qu'Olivier Axer a évoqués. Et je dirais qu'au-delà de ce qui peut être identifié sur la Cité des Cartes elle-même, rappeler aussi que grâce au pôle de Créteil et de Maisons-Alfort, la dimension scientifique et santé publique est également présente. Et à partir de là, souligner, me semble-t-il, un point particulièrement important, c'est que les sujets qui concernent le développement durable sont des sujets qui requièrent aujourd'hui des approches interdisciplinaires. Certes, il faut mobiliser les sciences expérimentales et les sciences de l'ingénieur, mais il faut aussi mobiliser les sciences sociales, les sciences humaines, parce que ces questions-là touchent aussi au mode de vie, à l'appropriation de la ville par ses habitants et par conséquent l'émergence de comportements citoyens. Je souligne cela parce que, sans vouloir exagérer la chose, souligner tout de même que dans la concurrence très forte qui peut exister sur ces sujets-là, il y a peu de pôles en Europe comparables à celui que nous développons et qui présente à la fois l'excellence scientifique et la diversité dans cette excellence, et qui rajoute aussi la dimension passerelle avec l'entreprise. Parce que c'est un point tout à fait essentiel, et je voudrais finalement prendre un exemple non pas simple, mais qui illustrera peut-être notre travail. Nous avons en projet, au titre du Grand Emprunt, la création d'un institut d'excellence des énergies décarbonées. Cet institut d'excellence, eh bien, il est au carrefour à la fois des recherches en sciences sociales ou des sciences expérimentales, notamment tout ce qui touche à la découverte de nouveaux matériaux, mais il est aussi au cœur, par le biais du pôle Alphand City, d'une relation privilégiée avec des entreprises industrielles ou de services. Ce sont pratiquement 20 entreprises qui sont partenaires de ce projet et qui sont prêtes à s'engager, qu'il s'agisse d'entreprises de construction, qu'il s'agisse d'entreprises de services, qu'il s'agisse d'entreprises de transport. Il y a là une vraie volonté d'investir ensemble dans un secteur où parfois l'entreprise ne peut mobiliser à elle seule des capacités suffisantes d'investissement, surtout dans un secteur où l'investissement est différé, et qui, par conséquent, trouve là une formidable opportunité et une occasion de fertilité croisée. Donc on est là sur quelque chose qui illustre de manière très claire ce qui, sur ce territoire, peut se faire. Et j'ajouterais que c'est aussi un territoire qui se considère lui-même comme un propre lieu d'expérimentation. Et là encore, un exemple. 2 projets de construction, un bâtiment bien vu, de l'ingénieur, et d'autre part, un bâtiment des cartes plus. Dans les 2 cas, nous sommes sur l'un du photovoltaïque, l'autre sur un bâtiment basse consommation, et où par conséquent, vous voyez apparaître finalement par l'expérience des initiatives
qui peuvent ensuite être transférés, ou en tout cas permettre de tirer un certain nombre d'enseignements définissant les conditions dans lesquelles ces transferts sont éventuellement envisageables. Donc, un lieu d'expérimentation, et je reviendrai tout à l'heure sur ce lien qu'il y a très fort entre l'expérimentation et le... Je trouve c'est formidable. Je donne la parole à Juliette Carrasco, Étienne Devancey, et Alexandre Chéry aussi m'a demandé la parole. C'est vrai que cette notion de carrefour, hein, vous avez mis en avant Bernard Saint-Giron à la tête de l'Université de Paris, cette volonté d'investir ensemble. Et c'est vrai, on a l'impression que le green a induit comme ça de nouveaux comportements, bien sûr, faire du bien pour la planète nécessairement, mais aussi avoir l'envie de partager, de travailler ensemble pour faire émerger cette idée. Vous qui représentez les entreprises à la CCIP de Paris, le 93, Juliette Carrasco-Graf. Alors effectivement, nous, sur les éco-activités, mais de façon générale, on essaie de travailler en tant que Chambre de commerce et d'industrie sur comment fait-on pour accompagner nos entreprises dans leur développement, comment les aider. Alors sur les éco-activités, effectivement, il y a cette problématique de coût. Est-ce qu'on se positionne sur le coût? Et là, on n'est pas tellement là-dessus parce qu'il y a d'autres pays où on ne pourrait pas forcément s'aligner. Donc l'idée, c'est plutôt comment fait-on pour accompagner les entreprises en misant davantage sur tout ce qui est innovation, les accompagner dans l'innovation, les accompagner aussi sur comment on va faire pour anticiper les évolutions du marché et pour mettre un produit avant tout le monde, pour être pour gagner du temps dans la Toujours course. Un coup d'avance. Voilà. Et là, l'idée, c'est effectivement, on travaille en réseau, on travaille avec nos partenaires, on travaille avec Advanced City, avec les universités. Nous-mêmes, on a tout un pôle et un appareil d'enseignement avec les écoles de la Chambre. Hein. On a quelques bonnes écoles, très bonnes écoles, notamment reconnues par les pairs sur tout ce qui touche à l'environnement, aux éco-activités, à l'appareil industriel. Donc voilà, et l'approche filière, c'est bien celle-ci. C'est comment on met en relation les acteurs les uns avec les autres pour créer de la valeur ajoutée. Souvent, le reproche qu'on a fait comme ça en France, Étienne Devancey, c'est qu'en effet, c'était bien cloisonné, l'entreprise, l'université. Bon, voilà, c'était un exemple finalement, un mauvais exemple. Est-ce que justement, grâce à cette prise de conscience de l'environnement, du green, on arrive tranquillement et sûrement à refaire casser toutes ces cloisons entre université, entreprise, et tous les acteurs travaillent ensemble, ce qu'ont très bien expliqué Bernard Saint-Giron et Juliette Carrasco-Graf. Étienne Devancey, Cap Environnement. Alors, moi, j'ai un petit retour d'expérience. Cap Environnement, créé en 99, j'étais au laboratoire Olisa. On a plus ou moins essaimé, c'était très compliqué. Depuis 10 ans, on a fait beaucoup de progrès. Donc, ce n'est pas que le green business. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience que maintenant, les entreprises, les universités, alors ça dépend des labos, mais quand même, essayent quand même de générer de l'essaimage, quel que soit le... Et petit à petit, on commence à mettre un peu de lien entre l'entreprise et l'université, et on fait sauter un peu les tabous, comme quoi un laboratoire universitaire qui travaille avec une entreprise, c'est un traître. Parce que c'est un peu ça, hein, la mentalité quand même, hein, encore dans beaucoup de laboratoires français. En moins, j'espère. Ça c'est un premier point, d'accord. Ensuite, c'est clair que la dynamique du green business entraîne de plus en plus ces problématiques de rapprochement de compétences multifilières, hein, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, et je rejoins tout à fait M. Saint-Giron dans ce sens-là. Et à preuve, c'est qu'il faut dire que dans le 94, il y a un club des éco-entreprises éco-activités qui est en train de se monter. Et ce club rejoint forcément des acteurs économiques qui sont l'Agence de développement du Val-de-Marne, la CCIP, l'université, et bien sûr des entreprises, mais des petites entreprises, et puis des grosses, parce que les grosses sont les entreprises structurantes. Et là, il y a aussi une nouvelle chose qui arrive, c'est que la mentalité des grosses change un peu. On avait peur il y a quelques années, une dizaine d'années, quand on allait voir une grosse de se faire manger ou piquer les choses. Petit à petit, ils s'aperçoivent que l'innovation, c'est les petits qui ont. Et donc, ils ont tendance plutôt à maintenant les faire émerger, les porter. Et avec le Pacte PME international, on rentre dans cette logique. Donc là aussi, il y a une nouvelle dynamique qui n'est pas que du green business. Même si le green business est par essence de l'innovation. Parce que c'est complètement nouveau. Donc on est vraiment dans une dynamique innovante. Voilà, je voudrais rajouter juste 2 points. Allez-y, Étienne Devancey. Le point sur le Grenelle de l'environnement, je voulais rebondir là-dessus, c'est un modèle qui est très innovant au niveau international. C'est-à-dire que la France
avec le Grenelle est vu à l'international. Est-ce que je rappelais tout à l'heure Jean-Louis Borloo qui disait voilà, les entreprises françaises, elles sont devenues leaders en la matière et c'est époustouflant. Voilà ce qu'il nous disait. Et vous avez raison, témoignage. Voilà. Donc il y a aussi des métiers du conseil qui arrivent. Le dernier témoignage, c'est les problématiques il y a le green business et puis il y a les relais. Exemple, si on prend le bâtiment BBC. On prend le bâtiment BC, HQE, maintenance exploitation, bon, tout ça c'est technique. Alors, mais haute qualité environnementale, basse consommation. Sauf que quand on fait de l'énergie, on confine. Ouais. Donc forcément, on va avoir des problèmes de qualité de l'air intérieur qui va donner des impacts sanitaires énormes. Donc il faut prendre conscience de ça. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toutes les métiers de la filière de l'air canalisé qui vont être développés, qui ne font pas du green business. Donc le green business, c'est de l'innovation, mais aussi c'est de l'entraînement de l'économie. Alexandre Chérier, Olivier Axer, donc encore un témoignage, des témoignages, j'imagine, sur ces nouvelles mentalités nées du green business, l'accélération. Voilà, on casse les cloisons, grandes entreprises, petites entreprises, monde de l'entreprise, université. Alexandre Chérier, le PA Marne-la-Vallée. Oui, pour renforcer le message, je crois qu'aujourd'hui, on constate quoi? Quelques années, tout le monde mettait un petit peu de verre, de développement durable dans son discours. Aujourd'hui, on sentait qu'il fallait le faire, parce qu'il y avait une attente là-dessus. Aujourd'hui, on voit que ça rentre, si ce n'est pas déjà le cas, dans le corps business de tous. Aujourd'hui, et aujourd'hui, nous, aménageurs, collectivités locales, on n'accepte plus que se construisent des bâtiments qui ne correspondent pas à ces objectifs-là. Donc c'est vraiment, on sent que ça rentre dedans. Alors aujourd'hui, l'enjeu par rapport aux filières, tout à l'heure on parlait de structuration des filières, l'enjeu, un gros enjeu qu'on a aujourd'hui, je crois, il y a de la volonté, il y a du savoir-faire, il y a vraiment une avance technologique en France. La difficulté qu'on a, c'est ce qu'on disait en début de propos, c'est un peu cette structuration des filières et cette lisibilité de l'offre technologique, de l'offre de recherche. Nous, on voit qu'on accroche bien des investisseurs. Demain, on reçoit avec Bernard Saint-Giron un grand groupe japonais, le numéro 2 d'un grand groupe japonais, qui vient sur le cluster des cartes parce qu'il y a cette force technologique, parce qu'il y a tous ces acteurs qui travaillent ensemble. Donc on attire, et parce qu'on sait, quand on sait leur expliquer ce qu'ils peuvent gagner en termes de valeur à travailler avec les acteurs qui sont présents sur le territoire, on arrive à les attirer. Donc, la notion de cluster, voilà, de chasser en meute, finalement, voilà, de tout regrouper, de tous se regrouper, toutes les bonnes volontés, ça c'est un bon gros enjeu. Alors, deuxième élément en termes de réflexion, faire attention effectivement à ne pas limiter la green activité au green, justement, parce que vraiment l'acceptabilité par les acteurs, la population, je rebondis sur ce que disait Bernard Saint-Giron tout à l'heure, elle est particulièrement importante parce que c'est les comportements qui vont créer la valeur aussi, parce que les comportements vont créer la demande et en face on aura une offre. Oui, parce qu'on a parlé de tous les acteurs, on a parlé des entreprises, on a parlé des universités, on a parlé des consommateurs aussi. N'oublions pas le consommateur aussi. Hein. Les consommateurs, ils sont à prendre en compte bien évidemment parce que c'est eux qui tirent la demande. Le consommateur usagé, bien sûr. Et par exemple, en termes, vous citiez tout à l'heure, en termes de projet pilote, j'aime autant le terme de projet pilote qu'expérimentation d'ailleurs, parce que je trouve plus porteur. On travaille aussi avec l'ensemble des acteurs au concept de Smart City, où aujourd'hui on va réunir des grands groupes. On est en cours de montage, donc c'est un petit peu compliqué, mais des grands groupes vont s'appliquer, des PME, des acteurs de la recherche, et un territoire comme celui de Marne-la-Vallée qui va offrir la possibilité de développer ces projets pilotes, que ce soit dans le domaine de l'habitation, dans le domaine ou dans le domaine économique par exemple. Et c'est particulièrement important pour tirer la demande. Olivier Axer du pôle de compétitivité Advent City. Oui, je voudrais réagir un petit peu sur le cluster en fait. On a la chance d'être au début d'une aventure. Je crois que c'est important de le dire parce qu'on voit aujourd'hui se créer cette dynamique collaborative entre l'université, des grandes universités, les entreprises et des centres de recherche. On la voit, nous, pôle de compétitivité, parce qu'on est un peu au cœur de cette mayonnaise pour que des projets émergent et donc pour créer des projets collaboratifs entre ces différents acteurs. J'ai envie de donner rendez-vous d'ici 5-10 ans pour voir le résultat de cette aventure, parce que classiquement, les résultats, un cluster est créé et donne tous ses résultats au bout de 5 à 10 ans. Oui, vous parliez du début d'une aventure, Olivier Axer, c'est vrai, parce que là, continuez, gardez le micro surtout, parce que moi je voudrais savoir comment les entreprises ont fait évoluer leur business model, comment procéder vis-à-vis de ce qu'on appelle le re-engineering autour du verre, c'est-à-dire
associer les différents services de l'entreprise, la R&D, le marketing, le commercial, l'achat, la vente, la logistique. Comment est-ce qu'on travaille? Parce que nécessairement, ça induit de nouveaux comportements au sein des entreprises d'Olivier Exer. Et puis peut-être ça crée de nouvelles filières, de nouveaux emplois. On en parlera aussi avec Bernard Saint-Giron. Continue, Olivier Exer. Question compliquée. Le premier point, je voudrais reprendre ce que disait mon voisin, c'est-à-dire que soit on est une entreprise qui va se développer ou qui développe un produit dans le marché des écoactivités, et on a dit que le marché des écoactivités en lui-même, en réalité, est composé de filières qui sont très très différentes les unes des autres. Il n'y a rien de comparable entre le photovoltaïque et la biomasse. Je crois que c'est important de bien dire que c'est des filières très très différentes. Il ne faut pas tout mettre dans le même paquet. Soit on fait de l'éco-conception, soit des produits, soit du re-engineering des processus, soit aussi de la responsabilité sociale et environnementale. Et là, on est dans une problématique de compétitivité de l'entreprise, et en jeu, bien sûr, c'est la survie et le développement de l'entreprise. Ce que je voulais signaler aussi, c'est que si on est sur le marché des écoactivités au sens large, donc sur une des filières des écoactivités, on est souvent sur un marché, je vais dire des choses je vais répéter des choses classiques, on est souvent sur des marchés qui sont générés, suscités par des évolutions de la réglementation et dont le décollage, le démarrage ou le développement est facilité par des aides à l'investissement et des subventions à l'exploitation. En tant que pôle de compétitivité, on voit parfois, et en tout cas des entrepreneurs qui viennent nous voir, on a été en discussion avec des gens comme Oseo et ou les CCI, qui voient arriver plein de jeunes entrepreneurs, plein de gens qui se lancent dans le domaine des écoactivités sans avoir connaissance particulièrement de la réalité de ce marché. Parce que pour que ça démarre effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui passent des commandes, et on voit que ça n'arrive pas toujours parce que clairement la réglementation n'est pas forcément appliquée, parce qu'il n'y a pas forcément les métiers pour appliquer cette réglementation. Par exemple, il y a sur la rénovation énergétique des bâtiments, il y a des nouveaux métiers comme le commissioning, donc la validation de la performance énergétique du bâtiment. Il y a ces différentes où il y a de nouveaux modes d'organisation. Il y a un projet très intéressant dans la Seine-et-Marne qui s'appelle Bâtir Éco, qui a été lancé par l'association des BTP de Seine-et-Marne, qui vise à apprendre, à développer des savoir-faire et des bonnes pratiques sur ce qu'on a appelé une alliance responsable, c'est-à-dire comment plusieurs artisans vont se mettre ensemble pour faire de la rénovation d'un bâtiment et atteindre des résultats. Donc on a un message, oui, c'est un marché extrêmement prometteur, extrêmement intéressant, mais attention, ce sont des marchés qui ont leur spécificité, et se lancer en méconnaissant ces spécificités, c'est un grand risque. Tout ça est très technique, il faut évidemment être bien encadré et bien entouré. Olivier Exer nous disait, voilà, tout ça suscite de nouveaux modes d'organisation. Bernard Saint-Giron, à la tête du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université de Paris-Est, il y a de nouvelles filières, il y a une formation à de nouveaux métiers. Est-ce que de nouveaux emplois sont nés? Alors peut-être revenir un instant sur un point que développait aussi bien Alexandre qu'Étienne tout à l'heure, souligner que la prise en compte de la dimension gris, a aussi généré d'autres méthodes de travail, et notamment permis le développement d'expérimentation. Nous avons aujourd'hui soit des quartiers expérimentaux, soit de l'habitat expérimental, soit des laboratoires territoriaux où se retrouvent les living labs, pour reprendre la formule connue des initiés, où se retrouvent à la fois des décideurs politiques, des entreprises et des chercheurs, et qui permettent de tester un certain nombre de choses et demain de rendre des capteurs ou autres technologies de pointe complètement opérationnelles. Tout à l'heure, Juliette évoquait les écoles dépendant de la Chambre de commerce de Paris. Il y en est une
qui, sur le site Descartes, est connu, c'est l'essier, et qui est particulièrement performante dans la production et la mise au point, et la production de ces capteurs. Imaginons aujourd'hui, et ça existe, une rue intelligente où pratiquement des non-voyants peuvent se déplacer. C'est une collaboration forte qui s'est établie avec l'Institut de la Vision. Bref, on le voit, l'expérimentation qui permet grandeur nature de faire fonctionner des éléments qui vont constituer de la technologie de pointe et qui progressivement sont mis au service de l'usager. La deuxième remarque que je voulais faire, pour répondre à votre question, les métiers nouveaux, je dirais très très simplement, peut-être de manière un peu brutale, qu'il n'y a aucun métier qui aujourd'hui ne soit pas à un niveau ou à un autre concerné par les évolutions du sujet que nous traitons aujourd'hui. Et l'écologie, de façon générale, voilà, créatrice d'emplois. Absolument. Oui. Et je crois que ça nous met au défi. Ça nous met au défi de trouver les bonnes formations. Alors, on peut naturellement évoquer les formations post-bac, mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Une partie se joue aussi en amont du bac, dans la formation professionnelle elle-même, que ce soit CAP, BEP ou Bac Pro. Soyons extrêmement attentifs, car c'est sur ces métiers-là qu'il y a aussi besoin d'un savoir-faire nouveau. Et dans le cadre du projet que j'évoquais tout à l'heure d'Institut d'excellence des énergies décarbonées, donc intitulé Ville durable d'ailleurs, bien, il s'agit de définir de nouveaux référentiels en concertation avec les entreprises de telle manière que demain, il y ait effectivement une capacité à répondre. Donc, c'est de la formation initiale, mais l'enjeu aussi, il est de la formation tout au long de la vie, car dans des secteurs comme le nôtre, les choses bougent très très vite, et donc il faut rester à chaque instant au contact du progrès le plus direct et le plus énorme. Alors de nouveaux métiers, de nouvelles filières, on le voit au travers de votre présence, hein, vous représentez tous bien des exemples, hein, la CCIP, l'université, Cap Environnement, Marne-la-Vallée, Atlantic City. On parle de l'Île-de-France puisqu'on est dans le cadre de cette table ronde organisée par le CAREP, les entreprises de l'Est parisien. Juliette Carrasco-Grave, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, de la Seine-Saint-Denis. Quelle réalité en Île-de-France? Comment, au niveau régional, la CCIP intervient-elle? Ce qui va nous permettre de clore cette table ronde. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas ensuite à savoir si l'Île-de-France est une terre de gris. Juliette Carrasco. Alors, là, il faut reprendre les propos, effectivement, d'Olivier tout à l'heure, quand il mettait en perspective les chiffres qu'il nous annonçait. Au niveau on va leur donner les chiffres que donnait tout à l'heure Olivier Axer. Hein. C'est très simple. Hein. Les éco-activités représentent 110 000 emplois, 17 milliards de chiffre d'affaires, de grands centres de recherche, et ça représente à peu près 3 000 entreprises, 3 000 établissements à peu près. Voilà, si j'ai bien compris ce que nous disait Olivier Axer tout à l'heure. Allez-y, Juliette Carrasco. Tout à fait, ce qui a fait dire, en tout cas il y a une volonté forte au niveau des élus régionaux de faire de l'Île-de-France la première région écoactive d'Europe. Donc ça, c'est un enjeu. Et comment ils interviennent, c'est à travers des plans filières, donc à travers notamment un plan filière qui est en cours de finalisation sur les écoactivités et qui rejoint aussi les priorités de l'État, puisque dans le cadre du contrat de plan État-région, effectivement, les écoactivités sont inscrites comme une des filières prioritaires. Donc ça, c'est au niveau des pouvoirs publics. On l'a vu, hein, ça a été précisé qu'en plus les pouvoirs publics jouent un rôle très important et sont très incitatifs et moteurs pour booster parfois l'activité. Et puis au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, effectivement, les écoactivités sont inscrites, font partie des priorités de la Chambre de commerce et d'industrie, avec un plan qui est en train d'être préparé. Là, notre copie est en cours de finalisation pour voir comment on va accompagner de façon spécifique et mettre en place des actions à forte valeur ajoutée en lien avec l'ensemble des acteurs
et de ce qui est et opérateurs qui interviennent déjà en région. Alors Étienne Devancet, chef d'entreprise à la tête de Cap Environnement, ce bureau d'études formé d'ingénieurs. L'Est parisien, terre de green ou pas? Vous y croyez? Prenez le micro. Oui. Oui. En plus, je m'investis dedans puisque je fais partie du comité là, de pilotage, de formation, de constitution du club des éco-activités du Val-de-Marne. C'est l'esprit filière. Donc ça, c'est la première chose. On revient toujours voilà. sur la notion de filière, travailler ensemble. Voilà, il y a aussi, juste un point que c'est vraiment une problématique de montée en compétence. On est dans une terre à déchiffrer, on a des baroudeurs, des mercenaires qui font un peu tout et n'importe quoi, donc vraiment apporter de la qualité de manière à crédibiliser le métier. C'est essentiel. On a vu il y a 10-20 ans, là, les premières pompes à chaleur, ça ne marchait pas. Et après, pendant 10 ans, on a dit, la pompe à chaleur, ça ne marche pas. Crédibiliser, en effet. Maintenant, on sait que ça marche. Olivier Axer nous disait tout à l'heure, voilà, ça représente des métiers extrêmement différents, extrêmement techniques. Ne faisons pas n'importe quoi, et vous le rappelez. Ensuite, le deuxième point, quand l'Île-de-France, il y a le programme PMUP, il ne faut pas l'oublier, qui est un programme justement pour essayer de porter les entreprises pour les faire grossir. Parce que c'est vrai que ça, c'est un troisième élément. Alors, comme on voit au Maroc, c'est encore pire. Mais en France, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de très petites entreprises et il y a besoin de les réunir. Alors, est-ce que l'idée, c'est vraiment de faire des très grosses entreprises ou de favoriser vraiment les rapprochements dans des réseaux? Je ne pense pas que la solution est unique. Elle est plurielle et c'est la structuration des filières qui est importante. Et donc la montée en compétences. Et il y avait un quatrième point, je crois que on est passé outre. Ça va revenir. Olivier Axer, l'intérêt des entreprises de venir s'installer dans l'Est parisien, quel est-il? Je crois qu'ils vont trouver l'environnement d'un cluster qui est au meilleur niveau mondial. Je crois qu'il y a donc le pôle Advent City, le PRES, le Paris-Est, et on espère, je touche du bois, que le l'IED sera effectivement créé sur une ville durable. Et donc de pouvoir aussi bénéficier de cet environnement collaboratif. Je crois que vraiment que le fait que des chercheurs, des entreprises travaillent ensemble est un atout. Également cette volonté de décloisonner les champs scientifiques et les métiers, de mettre ensemble l'approche sciences humaines, sciences sociales, économiques et les sciences dures est vraiment quelque chose, un atout incomparable. Simplement une petite anecdote. Je sais que Météo France a fait une étude sur la ville de Toulouse sur l'impact du changement climatique, donc les prévisions d'augmentation de température, et ils ont inclus dans leur étude des prévisions de taux d'équipement en climatiseur. Donc on est bien dans le lien entre le comportement des gens, les aspects marketing, le développement de certaines offres et les impacts sur l'environnement. Alors, Alexandre Chérier, je crois qu'on a quasiment terminé avec vous. On parlait d'environnement collaboratif, de décloisonner. Bien sûr, Bernard Saint-Giron, vous aurez le mot de la fin, je vous promets. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Les points forts de l'Est parisien. Vous en êtes un exemple, Alexandre Chérier, à Marne-la-Vallée, à l'EHPAD Marne-la-Vallée, avec ce cluster des cartes. Oui, je vais pas repartir sur l'aspect de collaboratif, parce qu'il a été bien expliqué, voilà. Mais vraiment, simplement dire que voilà, quand il y a un ensemble d'acteurs qui portent une stratégie, une vision commune, eh bien, on est attractif. Moi, j'en veux pour preuve l'exemple du projet Village Nature que je citais tout à l'heure. Un autre exemple, pour être concret, on a signé avec un investisseur américain son premier investissement en Europe, le développement de 150 000 m² de bureaux tertiaires BBC, enfin tout ce qui est dans le standard international, en plein cœur du cluster, parce que du fait qu'il y a cette offre technologique, eh ben, ça attire, et donc ils prennent le pari de faire l'investissement. On travaille aujourd'hui à l'implantation de Roland-Garros sur Marne-la-Vallée, et je peux vous dire que le volet développement durable fait partie des nombreux atouts, j'ai pas le temps de tous les décliner, du territoire, mais c'est très sensible. Ça sera à quelle échéance, Roland-Garros à Marne-la-Vallée, 2015 On l'espère pour de fin 2015, début 2016. Ça serait formidable. Voilà. Et je crois que vraiment, pour le coup, on pourrait faire vraiment un exemple de projet éco-responsable. Juste pour conclure, une petite remarque et un rendez-vous, j'en ai pour 2 secondes. Les Américains, surtout dans la Silicon Valley, disent aujourd'hui « green is green ». Pourquoi? Parce que le billet vert, le billet dollar, 2 $, il est vert. Et pour répondre un peu à la question de la table ronde, on voit qu'il y a un enjeu là derrière sur cette formule un peu simple. Et moi, je donne rendez-vous aux PME
de l'Est parisien et plus largement de l'Île-de-France les 20 et 21 janvier prochains, où on a une convention d'affaires Green City qui va réunir des PME et des entreprises d'une dizaine ou une quinzaine de pays, dont des pays d'Afrique du Nord, en parallèle du colloque qui va clore le Grenelle de l'environnement, colloque international qui se passera en plein cœur du cluster dans les établissements scientifiques. Voilà, vous avez noté la date, donc 20-21 janvier, cette table ronde organisée par l'EPA à Marne-la-Vallée. Allez, Bernard Saint-Giron, à la tête de l'Université de Paris-Est. Vous aurez le mot de la fin. Non, pas du tout. Vous ne voulez pas avoir le mot de la fin? Non, parce que c'est un débat qui est sans cesse relancé. Je voudrais rebondir sur les propos et d'Étienne et d'Alexandre à l'instant, qui ont l'un et l'autre souligné la dimension internationale. Je crois qu'il est en effet extrêmement important de pouvoir afficher un ancrage territorial fort, et je crois que pas mal de nos interventions ont montré qu'il y avait là beaucoup de connivence entre des acteurs qui ont appris à se connaître et à travailler ensemble, mais la partie se joue à l'international aussi. Et elle se joue à l'international pour toutes les raisons qui ont été évoquées, et c'est la raison pour laquelle nous avons le souci, la volonté, la détermination d'afficher en face d'un grand pôle ouest parisien multicompétent, un pôle est parisien dont la légitimité est forte sur un vrai problème sociétal, pour apporter dans une approche systémique les éléments de réponse dont dépendent nos projets de vie de demain. Et c'est dans cet esprit d'internationalisation, et sans doute est-ce un signe aussi de la reconnaissance de ce qui se fait à l'Est parisien, que la ville de Paris et la région créent un institut des métropoles durables. Je dis bien des métropoles durables, c'est-à-dire en gros des capitales qui, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Asie, vont se retrouver autour de grands événements. Alexandre en évoquait un. Eh bien, l'idée derrière cet institut des métropoles durables, c'est de pouvoir demain développer un Davos de l'environnement et être par conséquent à même de traiter de nos sujets à la bonne échelle. Si je vous dis que cet institut des métropoles durables a été, de par la volonté de la ville de Paris et de la région Île-de-France, adossé à la Cité des Cartes, eh bien, vous comprendrez qu'on soit tout de même relativement content. Voilà, content. Donc finalement, le business des écoactivités, rêve ou réalité, réalité, à condition de travailler ensemble, hein, les différents acteurs, à condition de ne pas faire n'importe quoi, parce que tout ça recouvre des métiers extrêmement techniques. Voilà, on va terminer donc sur ce mot d'espoir. Très rapidement, Étienne Devancet. On n'a pas parlé d'un point très important, c'est que le maillage des entreprises, c'est beaucoup de TPE et de PME, pas forcément fortes. Et le besoin, c'est le financement. On n'a pas parlé du rôle des banques et du besoin qui renouvelle leur modèle. Elle joue bien le jeu en matière de développement durable, non? Non. Alors, on aurait pu inviter des banques, en effet. Voilà, très bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a des représentants des banques ici, dans le public. Alors, attends, non. Juste une chose. Attendez, il y a peut-être un micro pour le monsieur. Je pense que si vous faites un sondage auprès de toutes les TPE et de toutes les PME, on les connaît, on les entend souvent. Ils vous diront que les banques ont pris l'argent et ils ont tué les banques. Oui, ça c'est un peu. Mais bon, il paraît qu'il y a du progrès, il y a eu du progrès depuis un an. Monsieur, vous voulez prendre la parole quelques instants, parce que là, on va bientôt se quitter. Alors, simplement, présentez-vous si ça vous dérange pas. Jean-Emmanuel Gilbert, je dirige Vigicel, qui est une TPE, justement, qui a été lancée en 99, spin-off du CNRS, donc très en amont, sur les problématiques de santé et d'environnement. Donc, justement, un des aspects qui a été abordé par Étienne tout à l'heure, qui porte sur l'impact. Et non pas simplement la réduction de la consommation énergétique, l'impact sur le climat, mais vraiment l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement, l'impact sur le vivant. Bon, moi je trouve qu'il y a un aspect qui est quand même très dommageable et qui induit beaucoup de mauvais choix et de mauvais pilotage, c'est le débat que vous avez eu au début qui était de dire qu'est-ce que sont les éco-activités. Et si vous ne résolvez pas ça, eh ben, à mon avis, vous allez prendre plein de mauvaises décisions et on va se retrouver on va passer de Carib dans Scylla.
Il y a des choses qui ont été évoquées, par exemple Alexandre Chirier disait tout à l'heure, il faut qu'on gagne un point de croissance. Si on n'arrive pas à faire des bonnes définitions des choses, de manière à ne pas avoir tous les mêmes paramètres qui sont mis sous le seul indicateur, on va mélanger des points de croissance, je vais raconter de l'ERICA, ça va être un point de croissance, avec de la diminution de la pollution de l'air qui est un autre point de croissance, etc. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne vois pas comment les autorités publiques vont pouvoir, et la population, va pouvoir commencer à définir faire ses propres choix, alors qu'on a tout mis dans la même case. Et je pense que c'est très dommageable de dire écoactivité, ce que vous disiez tout à l'heure, Juliette Carrasco, qui est que on arrive à un point où les écoactivités peuvent ne pas être éco-responsables. Alors allez expliquer ça à la population, que les écoactivités ne sont pas éco-responsables. Vous allez retrouver dans une bouillabaisse où plus personne ne peut rien comprendre, avec des effets très négatifs, du style de ce qu'a dit Étienne tout à l'heure. Les réseaux de chaleur, ça a été fait n'importe comment, on les a vendus n'importe avec, etc. Et in fine, après on a dit, ben ça, on le fout à la poubelle pendant 10 ans. Et c'est ce qui, à mon avis, va se passer avec des technologies qui sont en train d'émerger, donc qui peuvent être, pas encore forcément bien stabilisées, etc. Bien sûr, oui. Vous risquez d'avoir des projets, vous risquez d'avoir, comme ça a été le cas avec le bio à un moment donné, puis finalement on s'est rendu compte que le bio n'était pas bio, puis après on a dit que dans le bio on pouvait mettre des OGM, puis finalement qu'il y a le droit des pesticides aussi. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Comment vous faites pour piloter? Je pense que c'est très dommageable à tout niveau, y compris pour les gens qui sont des pôles de compétitivité, ceux qui sont en train, au niveau de la chambre de commerce, de dire voilà, on va accélérer sur telle ou telle partie. Pourquoi? Parce qu'in fine, tout le monde est mis au même niveau. Vous avez Peugeot d'un côté qui dit j'ai gagné 0,5 litres sur 100 km, donc c'est une écoactivité. Non, c'est pas une écoactivité, etc., etc. Non, mais je caricature parce que regardez les publicités qu'ils font, c'est du n'importe quoi. Vous avez raison. Tout le monde est vert, tout le monde est éco, il y a beaucoup de communication autour de ça. Vous avez raison. Donc je pense que ça c'est très dommageable et qu'il faudrait résoudre ce problème. Alors justement, deux intervenants rapides pour terminer. Alors Juliette Carrasco-Grave, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. C'est vrai, il a raison, il ne faut pas mettre tout dans le même paquet. Et en même temps, on démarre finalement, on débute, d'où l'intérêt peut-être de s'organiser. Ce qui manque peut-être, c'est l'organisation. Allez-y, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre intervention. Je pense qu'effectivement, elle reflète bien les débats qu'on a eus entre nous et qu'on continue à avoir quand le plan filière s'est mis en place. Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que les pouvoirs publics, quand ils mettent en place des financements, effectivement, ils veulent quand même cibler, avoir des critères de sélection pour ensuite engager l'argent. Donc, effectivement... Après, vous avez réagi, j'avais dit j'allais forcer le trait, effectivement, et au départ, en tout cas, la CCIP, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, que les entreprises qui fassent du business avec l'environnement aient elles-mêmes des démarches environnementales, mais même plus qu'environnementales, qu'elles puissent s'engager dans des problématiques de développement durable. Mais hélas, toutes ne sont pas dans cette approche-là. Mais qu'on s'entende bien, nous on ne dit pas. On voit qu'on arrive dans des situations qui sont aberrantes par rapport au discours qu'on essaie de porter. Oui, alors Olivier Axer, justement. Ça, c'est une contradiction que vous ne pourrez pas tenir pendant très longtemps. Olivier Axer d'Advancity, on est en train de construire cette notion d'écoactivité, de la construire, de la définir. Voilà, tout à fait. En dehors, sur la définition des écoactivités, le CGDD, donc c'est le Conseil général au développement durable, a produit un rapport en août 2009 sur la définition de ce que sont les écoactivités. C'est-à-dire que les écoactivités, c'est quelque chose qui est par destination, c'est-à-dire en fonction de l'usage de l'activité ou de la technologie, et non pas en fonction du métier. Cette définition se fait en déclinaison de travaux européens d'Eurostat, donc pour pouvoir enfin isoler clairement ce que sont les écoactivités. Pour faire simple, si vous construisez une éolienne, il y a un socle en béton. Est-ce que ceux qui construisent le socle en béton, qui sont des spécialistes pour les éoliennes, font ou pas des écoactivités? Dans ce type de nomenclature, ce seront des gens qui seront dans les écoactivités. La difficulté des écoactivités, c'est que c'est un mélange de high-tech, on voit bien dans le photovoltaïque, et de low-tech. C'est-à-dire qu'on va mettre du béton, du bois, des vis, un paquet de choses. Donc il existe une définition qui est en cours de définition. Ça ne répond peut-être pas à votre problème, à certaines contradictions. Prenez le micro, s'il vous plaît, monsieur. Là encore, vous dites, voilà, le matériau, est-ce que tout doit être
éco-friend, du béton jusqu'en haut. Non, à mon avis, c'est pas ça. Enfin, si vous voulez, vous pouvez aborder le problème comme ça, mais c'est pas du tout ça ma question. Vous avez aujourd'hui des solutions qui sont présentées comme des éco-activités, des éco-solutions, qui créent des problèmes insurmontables, y compris d'un point de vue impact sur la santé humaine, parce que par exemple, les lampes basse consommation utilisent du mercure. Vous êtes en train de balancer du mercure dans tous les foyers de France, et vous êtes en train de dire c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, si vous cassez, donc personne ne sait ça, d'accord, les médias ferment leur gueule là-dessus, c'est un scandale. On est en train de balancer du mercure dans tous les foyers de France, ok? Donc ça veut dire que, par exemple, quand vous faites une étude de risque sur la santé, ça veut dire qu'on vous dit, bah oui, faut aérer pendant un moment, mais c'est du n'importe quoi. Donc je pense que ce type de situation, c'est pas simplement de dire est-ce que j'ai diminué un peu d'énergie, il faut prendre le point de vue, faut avoir un aspect global, sinon vous en sortirez jamais. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises qui essayent de se mettre là-dedans et de profiter de cette vague-là, ils vont y aller à fond, ils vont vous raconter que le nucléaire c'est éco-responsable parce que ça crée pas du CO2, que Peugeot, parce que c'est, etc. On s'en sortira jamais. Je crois, on pourrait faire une autre table ronde pendant 1 heure sur le sujet. Je crois que c'est bon. Désolé, je crois que c'est pas vraiment le cœur du sujet. En face de vous, vous n'avez pas des parlementaires, des ministres, des choses comme ça. Vous avez des acteurs vous êtes des acteurs qui essayent de concourir au développement d'un territoire, d'une filière, de valeurs. Bon, voilà, moi je vais répondre à ça. On ne peut pas tout réguler non plus. On le voit bien, et c'est le concept du développement durable. On voit bien que les systèmes, et c'est l'activité nouvelle aussi. C'est de l'activité nouvelle aussi. On ne va pas tout dès le départ dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Après, on ne va pas empêcher des grands groupes, des entreprises d'avoir du lobbying, de la communication en utilisant ces ressorts-là qui pèsent aujourd'hui. Voilà, moi je ne vous apporte pas forcément la réponse qui vous satisfait, mais je crois qu'il faut regarder ça. C'est une réponse logique. Voilà, il faut regarder ça un petit peu. Aujourd'hui, quels sont les leviers, sur quoi on doit prioriser pour faire en sorte justement que ça soit les bonnes technologies, que ça soit en tout cas la bonne finalité qui soit visée. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci en tout cas. Voilà, la salle s'est remplie un petit peu en cours de route, au fur et à mesure de l'arrivée des RER, donc sur Nogent-sur-Marne, voilà, en ce jour de grève. Merci d'être venu. En tout cas, cette table ronde, on pourra la retrouver donc sur le site du Carême. Je remercie tout le monde. Je remercie Étienne Devancet, chef d'entreprise à la tête de Cap Environnement. Cap Environnement, c'est un bureau d'études indépendant spécialisé donc, dans l'environnement atmosphérique, voilà, qui s'adresse aux industriels, au bureau d'études. Juliette Carrasco-Graff, en charge de la filière éco-activité à la CCIP de Paris. Bernard Saint-Giron, merci, président de l'université du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'université de Paris-Est. Alexandre Chiri avec nous également, directeur du développement et du marketing d'EPAMARN, pôle d'excellence du Grand Paris. Et puis Olivier Axer, chargé de mission donc chez Advance City à Champs-sur-Marne, qui fait du conseil d'entreprise et du montage de projets à destination des financeurs publics. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, c'est vrai qu'il faudrait d'autres tables rondes sur d'autres aspects. Merci, à très bientôt.